Ça m'est déjà arrivé en faisant des réunions avec différentes cultures de ne pas donner les mêmes heures de début de réunion à tout le monde, en sachant très bien que à 9h, le Suisse il sera connecté à 8h45, voilà, mais que le Portugais il va se connecter à 9h15. Avoir des moments de doute, c'est normal, et c'est même plutôt sain, ça veut dire que vous êtes sur le point de repousser des limites. Quand Pierre et moi sommes passés de développeur à manager, on s'est posé beaucoup de questions. Et c'est sur cette base que nous avons créé Tech Ronins, pour échanger sur nos problématiques quotidiennes et devenir de meilleurs leaders petit à petit. Toutes les 2 semaines, on vous propose du contenu sur le leadership technologique, sous forme de conversations, de débats ou d'interviews. Le contrat est simple, on vous emmène avec nous dans nos questionnements et on avance tous ensemble. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin avec nous, que ce soit sur une problématique de leadership, de management ou encore d'organisation, Pierre et moi proposons désormais de l'accompagnement personnalisé pour vous, vos équipes, vos leaders ou même pourquoi pas votre start-up. Si vous souhaitez emprunter nos cerveaux pour avancer plus vite, rendez-vous sur tech-ronins.fr pour convenir d'un premier échange. Je vous laisse maintenant avec votre épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans l'excellente compagnie de Stéphanie Devel. Donc Stéphanie est entre autres, et on va parler entre autres, mais surtout de coach interculturel. Et si ça vous parle pas, c'est justement le sujet de cet épisode, l'art du leadership multiculturel, si on peut le mettre comme ça. Bref, on va essayer de détricoter un petit peu tout ça. Et puis voilà, Stéphanie de nous partager sa science. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup, Julien et Pierre, de m'accueillir dans cet épisode. Donc, je m'appelle Stéphanie Devel, je suis française, expatriée au Portugal. J'ai eu la chance, avant d'être expatriée au Portugal, de vivre aussi en Chine. Donc, j'ai quitté la France en 2007. Ça fait déjà un petit moment. J'ai passé 10 ans en Chine et maintenant, ça fait 7 ans que je suis au Portugal. Donc voilà, plein d'histoires, plein de plein d'aventures et un sujet qui revient, tout le temps, c'est effectivement, comment travailler avec des cultures différentes, comment manager une équipe dans laquelle il y a plusieurs cultures et comment faire en sorte que tout ça se passe dans la meilleure harmonie possible. Voilà et c'est un sujet qui est très d'actualité parce que en fait, aujourd'hui, on travaille tous à l'international parce qu'on vit dans une économie qui est globalisée. Bon, par définition, on est amené à travailler avec des personnes qui n'ont pas la même culture que nous et donc c'est quelque chose d'important, je pense, à apprendre et à gérer et les générations qui viennent après nous, alors, je me considère pas comme très vieille, j'ai 40 ans, mais je me dis que les générations d'après nous sont encore plus internationalisées. Elles auront encore plus d'expérience à l'étranger et donc c'est important de réussir en fait à gérer cette différence culturelle. Donc voilà. À la base, je suis diplômée dans l'industrie de la défense, donc j'ai travaillé pour le ministère de la Défense français en gestion de risque et gestion de crise, donc ça fait partie un peu du sujet aussi et quand je suis partie en Chine, je suis partie en fait avec une société française qui avait créé un logiciel de gestion de risque et de gestion de crise pour les grandes entreprises et j'ai commencé en fait à travailler pour des multinationales en France, et en Chine, pour en fait leur permettre de mieux gérer leurs risques et de mieux comprendre, la culture locale. Donc j'ai commencé comme ça et quand je suis arrivée en Chine, voilà, j'avais une vingtaine d'années et je suis arrivée, pas avec un sac à dos, mais presque et pour ouvrir une société en Chine. Voilà, en 2007, je suis arrivée à Shanghai pour ouvrir une société et c'était pas facile parce qu'à l'époque, ouvrir une société à capitaux étrangers en Chine, c'était impossible. C'est arrivé Mmh. qu'à partir de 2008 où effectivement l'État chinois a autorisé des entreprises à pouvoir, à pouvoir se créer sur capitaux, 100 étrangers, ce qu'on appelait des WOFI et ça n'existait pas avant. Donc voilà, être entrepreneur en Chine en 2007-2008, c'était pas facile. Ça l'était encore moins avant, ça l'est beaucoup plus aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était pas facile. Donc, en arrivant, il a fallu déjà passer toute cette bureaucratie, chinoise et il a fallu aussi, passer, la difficulté, en fait, de ce domaine-là. Parce qu'en 2007, le multiculturalisme en entreprise, ça parlait pas à grand monde. Aujourd'hui, on en parle plus, mais à l'époque, personne n'en parlait et personne savait comment gérer cet aspect-là.
Donc il y avait beaucoup d'entreprises, je dirais de grands pays comme la France, les États-Unis, et cetera qui s'installaient en Chine, mais dont la stratégie en fait était gérée, dans les pays, d'origine et sur place on faisait principalement en fait de l'opérationnel. Et donc, tout ce qui était stratégie et tout ce qui était, multiculturalisme, ça n'existait quasiment pas. Donc on envoyait des gens, on leur disait: «Vous allez gérer une usine au fin fond de la Chine» et voilà. Sympa. Sauf que sauf que ça devenait compliqué parce qu'on envoyait un Américain avec sa femme, ses enfants et on lui disait, «Il faut, gérer une usine de 1 500 Chinois et débrouille-toi». Voilà, donc c'est là où on a commencé à comprendre, en fait, qu'il suffisait pas d'avoir les compétences, opérationnelles ou techniques ou il ne suffisait pas d'avoir le savoir pour être capable de s'expatrier. Il fallait aussi avoir cette capacité d'adaptation, de flexibilité et d'ouverture d'esprit pour pouvoir mener, son activité à bien. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça, en formant des étrangers qui sont arrivés en Chine et à qui il a fallu expliquer ce que c'était que la Chine, comment travailler avec des Chinois, quelles étaient les principales, je dirais, les principales, caractéristiques de la culture chinoise et comment les gérer et voilà. Donc doucement, j'ai intégré ensuite, un cabinet de conseil en ressources humaines dans lequel je me suis formée pour être coach interculturel et spécialisée en fait dans l'expatriation. C'est-à-dire aider les gens à arriver dans un nouveau pays, comment aborder ce pays, le faire aussi avec des enfants. C'est-à-dire que j'ai fait aussi des formations avec des enfants, avec des adultes, dans des écoles, dans des sociétés, en one to one, en groupe, bref, voilà. L'idée étant toujours la même, comment on se prépare à l'expatriation et comment on se prépare à travailler avec des cultures qu'on ne connaît pas et avec lesquelles on n'a pas grand-chose en commun. J'ai fait ça pendant 10 ans et me voilà arrivée en Chine, pardon, au Portugal. Me voilà arrivée au Portugal où, j'ai continué à faire ce métier-là pour la Chine. Je me suis adaptée au Portugal et je suis aussi devenue agent immobilier parce que j'ai une passion pour l'immobilier donc je suis aussi devenue agent immobilier et ce qui m'a permis d'accompagner, les étrangers qui arrivaient au Portugal d'une autre façon. À la fois, pour trouver un logement, mais aussi pour s'adapter à la culture portugaise, être capable de comprendre encore une fois, voilà. Alors ce qui est, j'insiste beaucoup avec tous les gens avec lesquels je forme en disant que ce par quoi ils passent, moi je suis passée aussi parce que je forme les gens sur la Chine, sur le Portugal, donc ce chemin-là d'adaptation, je l'ai fait moi-même avant d'être capable, de donner des conseils et de donner des formations sur le sujet. Donc je l'ai fait en étant, étudiante, je l'ai fait en étant maman. Donc je sais ce que c'est aussi, de s'expatrier avec des enfants et j'interviens aussi beaucoup sur le thème des enfants, qui sont nés et qui ont grandi à l'étranger, comme les miens. Les miens sont français sur le papier, mais ils n'ont en réalité jamais vécu en France. Ils font partie de cette génération qui est maintenant de plus en plus grande, d'enfants qui n'ont jamais vécu dans leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'ils ont une nationalité sur un papier, mais ça leur parle pas plus que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on appelle ou ce qu'on qualifierait aujourd'hui de citoyens du monde. C'est des enfants qui, sont capables, moi j'appelle ça des caméléons, ils sont capables de s'adapter dans n'importe quel univers. Avec évidemment ses avantages et ses inconvénients, c'est clair. Mais ils ont cette flexibilité qui est quasiment innée, en fait. Parce que depuis qu'ils sont nés, ils sont baignés dans cette flexibilité et dans cette capacité justement de s'adapter à leur environnement. C'était un peu long comme présentation, mais Non, c'est parfait. Super intéressant. Il y a énormément de choses que tu as dit où ça m'a fait penser à chaque fois une anecdote. Il y en a une, par exemple, j'ai regardé Silicon Valley il y a pas longtemps. Et il y a un moment, ils ont un problème avec leur usine en Chine. Ils envoient le CEO de la boîte, c'est Hooli. Enfin, la boîte, c'est Hooli. Et ils envoient leur CEO et l'autre se fait attraper, du coup, pris en otage. Alors, c'est une série humoristique, mais il se prend en otage parce qu'il leur dit oui, il faut tripler la cadence. Et ça se passe pas bien du tout. Et du coup, il y a des négociations après pour qu'ils puissent le récupérer. Et sur ce que tu viens de dire, les enfants, j'ai une amie, Netra, enfin une collègue et qui est devenue amie, avec qui je travaillais à Londres, qui elle était donc d'un père breton et d'une mère cambodgienne, qui a vécu quasiment jusqu'à ses
jusqu'à ses 18 ans au Cambodge. Ensuite, elle est venue en Écosse pour finir à Londres. Donc là, elle a à peu près 27 ans pour travailler à Londres. Et c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui, physiquement, donc elle avait plus le côté français que cambodgien. Donc déjà, elle avait la peau plus blanche que ce qu'on attendrait d'un Cambodgien. Et c'était impressionnant, en fait, parce que si on ne sait pas qu'elle venait du Cambodge, elle avait toutes les attitudes de ce que je considérais être un petit peu la culture asiatique, et surtout du côté du Cambodge où c'est très respectueux. C'est-à-dire que, par exemple, en tant que Français, on est, je dirais peut-être les Italiens, l'Europe en général, on a tendance à toujours regarder quelqu'un quand on parle. Et elle avait tendance toujours à ne pas regarder dans les yeux ou à avoir tendance à baisser le regard ou des choses comme ça, et à ne pas garder ce qu'on appelle l'eye contact très longtemps. Et justement, ça vient du fait qu'elle a été élevée dans une culture différente de la nôtre. Enfin, en tant que Français, je sais qu'on m'a toujours dit regarde les gens dans les yeux quand tu parles. Et quand je lui ai dit justement, je lui ai dit c'est marrant, tu mets souvent les yeux. Elle dit bah oui, parce que chez moi, on n'a pas l'habitude de garder le regard dans les yeux de l'interlocuteur. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça nous amène aussi sur un point qui est important, qui est avec le multiculturalisme. En fait, on l'a depuis très longtemps, surtout dans une société comme la société française, qui est un pays qui a une longue histoire d'accueil d'immigration. Et donc, il y a une bonne partie de la communauté française, enfin, une bonne partie de la société française qui a quelque part une influence, quelle qu'elle soit, à côté. Donc, finalement, ça nous pose aussi la question de savoir, est-ce que ça veut dire quoi être français? Est-ce qu'on est que français, ou est-ce qu'on est français belge, français cambodgien, français chinois, français algérien, français américain? Voilà. Et donc, du coup, ça nous pose vraiment cette question de quelle est notre culture? Finalement, c'est quoi notre culture et qu'est-ce qui fait notre culture? Aujourd'hui, je suis française, mais en quoi je me reconnais dans la culture française? On est tous les trois français, et pourtant, je suis sûre qu'on a une culture différente finalement, et suivant les situations, on va pas forcément réagir de la même façon parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. Donc, c'est vrai que la culture, ça commence déjà dans le milieu dans lequel on est. Donc, c'est-à-dire que ça commence déjà par la cellule familiale. Est-ce que ma cellule familiale, elle est typiquement française, c'est-à-dire français depuis plusieurs générations, sans forcément d'influence étrangère, ou est-ce que effectivement, comme ton ami, j'ai un papa qui est un Cambodgien, une maman qui est bretonne, ou voilà. Et donc du coup, par nécessité, déjà à la base, dans la cellule familiale, il y a un multiculturalisme qui s'intègre. Après, il y a l'école. Ce qui fait qu'on a une culture plus ou moins commune, c'est quand on va à l'école dans un pays, quand on va à l'école en France, l'école publique en France, même si elle est privée, c'est quand même plus ou moins la même chose, on a généralement le même socle de connaissances, parce qu'on nous enseigne la même chose, on nous enseigne le même programme. Donc, on a cette base culturelle, quand on l'a faite dans un seul pays, qui nous assure effectivement la culture du pays dans lequel on grandit. Et puis après, il y a évidemment l'université, et puis surtout, il y a la première entreprise. Quelle va être la première entreprise dans laquelle on va travailler? Ou si on monte une société, dans quoi cette société va travailler? Parce qu'effectivement, un Français qui va faire ses premières expériences dans une société américaine, par exemple, bah, tout de suite, culturellement, il va adapter ce modèle américain. Moi qui, à la fin de mes études, suis partie en Chine, bah, j'ai absorbé quelque part une partie de la culture chinoise dans le travail. Ouais. OK? Donc, ce qui fait qu'en fait, on se rend compte que culturellement, la culture, c'est comme un patchwork. En fait, on prend plus ou moins à droite, à gauche, des choses dont on a besoin ou des choses qui nous correspondent. Là où ça devient compliqué, c'est effectivement quand on part de son pays ou quand on part de la cellule dans laquelle on a grandi. Donc, on va dire quelqu'un qui, comme moi, part à la fin de ses études. Bon, bah, ça veut dire que dans toute mon expérience professionnelle, je ne l'ai pas fait en France. Donc, ça veut dire que se pose la question après de la réintégration en France. C'est-à-dire que le jour où je vais retourner en France, bah, finalement, pour moi, ça va être une nouvelle expatriation. Parce que même si c'est mon pays, ça fait 17 ans que je n'y ai pas vécu. Donc, je n'ai pas les codes. Si on me demande de travailler dans une entreprise française aujourd'hui, j'en ai pas les codes et je saurais pas comment faire. Il faudra que je réapprenne à travailler au sein de mon pays d'origine. Donc ça, c'est vrai que ça pose pas mal de questions déjà sur quelle est notre culture, d'où est-ce qu'elle vient et à quel point je suis française finalement ou à quel point je ne le suis pas, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup des expériences qu'on a dans nos vies. Moi, je vois ici beaucoup dans mes clients au Portugal, ceux qui s'expatrient pour la première fois, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais quitté leur pays d'origine et qui font ce premier pas. Il y a beaucoup d'Américains dans ce cas-là, beaucoup d'Américains, beaucoup de Français, beaucoup d'Italiens, des gens qui n'étaient jamais vraiment sortis de leur pays et qui ont décidé de tenter d'aller vivre à l'étranger. Alors, ils le font pour des raisons différentes, mais
Ils arrivent au Portugal et alors le Portugal, c'est une expatriation. Même si c'est pas très loin de la France ou de l'Italie, ça reste une expatriation parce que la culture française, la culture portugaise sont pas les mêmes. Les gens réagissent pas de la même façon et donc il faut s'adapter. Les Américains encore plus parce que là, on change de continent, on change vraiment de vision et donc là, effectivement, les Américains, font partie de ceux qui ont le plus de mal à s'adapter au Portugal parce qu'effectivement, la différence culturelle est très importante entre les États-Unis et le Portugal. Voilà. Donc tout ça fait qu'en fait, ça se prépare. Ça a mis du temps à rentrer dans les esprits des entreprises en disant: «Il suffit plus maintenant d'envoyer nos expatriés en disant: "Bon, alors on a un poste pour toi là-bas, vas-y, tu vas voir, c'est génial"». Il y a aussi tout de suite une préparation. Les entreprises ont compris au fur et à mesure du temps, je dirais à partir des années 2000, elles ont commencé à comprendre qu'effectivement le multiculturalisme allait être, un enjeu dans les prochaines années. On a commencé à voir fleurir vraiment des formations, je dirais au sens propre du terme formation, aux alentours de 2010 et c'est vrai que depuis 2010, donc sur les 15 dernières années, 14 dernières années, là effectivement, on voit pas mal de formations qui fleurissent, à droite à gauche sur, effectivement l'interculturalisme et comment gérer, effectivement, soit je reste chez moi, mais je recrute des gens qui sont étrangers ou je dois travailler avec l'étranger, donc je dois m'adapter et je dois essayer de comprendre comment je vais gérer mon équipe. Ou celui à qui on a dit: «Bon, bah, écoute, tu es à New York, maintenant on t'envoie à Shanghai et et là et là, tu as une équipe de 80 personnes à gérer» et là, il faut il faut savoir se débrouiller. Donc il y a un enjeu, professionnel parce que est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que il y a un enjeu personnel pour ceux qui bougent, c'est-à-dire, bah, il faut que j'emmène ma famille avec moi. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur mon conjoint? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur mes enfants? Et comment on va réussir à gérer cette dynamique familiale aussi. C'est pour ça que moi, j'ai même fait des formations sur les enfants parce qu'effectivement, à partir de 7-8 ans, une expatriation pour un enfant, c'est compliqué parce que, ben, on quitte sa cellule familiale, on quitte ses grands-parents, son école, sa famille, enfin, voilà. On quitte pas mal de choses et donc on fait des formations adaptées pour les enfants pour leur expliquer, en fait, bah, à travers des jeux, des petites histoires et cetera, bah, ce qu'est la culture locale à l'arrivée. Et puis formation aussi pour les accompagnants, c'est-à-dire le conjoint qui suit, qui doit abandonner son travail ou qui doit en retrouver un autre, qui doit se faire sa place, savoir comment ça marche, comment ça fonctionne, l'administration, enfin tout. C'est tout un univers qui change. Donc c'est une grande décision et puis une décision qu'il faut assumer après, derrière. Donc voilà, donc c'est très important et les entreprises ont compris au fur et à mesure, qu'il fallait investir là-dedans parce que plus elles allaient investir dans ce type de formation, plus leurs salariés allaient être, préparés et plus ils seraient préparés, plus ils seraient efficaces, en fait. Donc c'est ni plus ni moins, ça. Moi, aujourd'hui, je travaille avec des grands groupes. Je travaille avec des sociétés de formation qui travaillent avec des grands groupes et donc je fais des sessions en one to one. Ça peut être présentiel à Lisbonne, ça peut être en ligne et on aborde tout un tas de choses, c'est à la fois du privé et du professionnel. C'est-à-dire que quelque part, je rentre aussi dans l'intimité et dans la vie des gens, dans leur famille, les relations entre eux, les relations avec les parents, parce que quand on doit partir à l'étranger, ben, peut-être notre famille n'a pas bien pris notre décision de partir à l'étranger. C'est les grands-parents à qui on enlève les petits-enfants qu'ils ont voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte et c'est vrai que quand, je dirais l'expatriation idéale, c'est quand, notre famille est prête à nous laisser partir, que notre travail nous envoie, que, que tout le monde est OK pour y aller, voilà. Mais c'est rarement le cas, en fait. Il y a toujours là-dedans un petit, caillou dans la mécanique qui fait que, c'est pas forcément facile. Et tout ça, ça nous amène en fait au fait que, faire des formations management interculturel, ça a beaucoup de liens avec la psychologie. Beaucoup de liens avec la philosophie aussi et on est obligé en fait de repartir sur certaines bases qui sont très intéressantes parce que voilà, encore une fois, on partage avec les autres et c'est, enfin moi je trouve que c'est intéressant comme sujet et ça se développe de plus en plus. Voilà. C'est intéressant. Je l'avais jamais. Je viens tout juste de le formuler comme ça dans ma tête, mais je m'étais pas rendu compte, moi qui me suis expatrié du coup en Angleterre juste quand j'ai eu mon diplôme pendant 7 ans et ensuite pour venir au Portugal.
je m'étais, pour moi, quand je me suis dit, bah, je pars d'Angleterre pour le Portugal, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai changé de pays, j'ai déjà fait plein de fois, j'ai fait des stages à l'étranger, j'ai fait plein de choses et tout aussi. Ouais, c'est bon. Et en fait, bah non, c'était pas si facile que ça. D'un point de vue administratif, il y a toujours des trucs, mais bon, au bout de quelques mois, ça se tasse un peu. Mais ouais, juste le fait d'arriver dans un pays où je parle pas la langue, parce que quand j'ai déménagé en Angleterre, à la limite, déjà je parlais anglais, et c'était pas, il m'a fallu, voilà, là ça fait 2 ans presque et demi que je suis au Portugal, là je commence à me sentir vraiment chez moi, mais il m'a fallu plus de temps que je pensais. Et pourtant je pensais être rodé à l'exercice, quoi. Donc finalement c'est pas quelque chose. Et j'imagine Pierre, toi t'as l'expérience d'être rentré en France, ça devait être une expérience intéressante aussi. Ouais, bah, on a eu moi, je suis parti dans le même cas et tu disais justement les conditions, on va dire la checklist. Moi, j'avais vraiment tout ouvert quand je suis parti au Royaume-Uni. Du coup, ça a été un plaisir. C'est-à-dire, j'y allais pour raison professionnelle, pour finir mes études et continuer à travailler là-bas. Ma famille était carrément motivée enfin, pas que je parte, mais sous-entendu, ils me soutenaient énormément pour que justement j'aille faire. Parce que un truc que je me rappellerai, c'est mes parents qui m'ont dit, si tu le fais pas maintenant, ce sera beaucoup plus difficile plus tard. Et justement, tu as mis en avant le fait des petits-enfants avec les grands-parents et tout ça. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir ce créneau de 5-6 ans où tout était aligné pour vraiment que j'ai en gros pas d'excuse de pas tenter d'aller à l'étranger. Et mon ami était aussi motivé, donc ça a tout été juste parfait. Et ça s'est très bien passé. Et au retour en France, c'est vrai que c'est différent de ce que je m'attendais. Je suis pas déçu, mais c'est vrai que quand on part et quand on revient, c'est pas la même. On sent qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est peut-être moi, pour le coup, qui est du coup, en ayant découvert autre chose, j'attendais autre chose ou je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que je vois la France différemment maintenant que je suis rentré que quand je suis parti. Et je dirais même aussi, je vois la France différemment de comment elle était quand moi j'étais à l'étranger. C'est-à-dire, je me faisais peut-être une vision de la France qui était différente de ce que j'imaginerais au retour. Et comme de fait, c'était différent de ce que j'avais imaginé. Donc, ouais, ça se prépare dans tous les cas, mais même pour le coup, ouais, pour un retour dans son propre pays. Là, dans mon cas, où moi j'ai toujours vécu en France avant de partir au Royaume-Uni. Mais non, c'est intéressant. Je sais que le jour où je rentre en France, pour moi, c'est une nouvelle expatriation, en fait. Bah oui. C'est-à-dire que il va falloir que je me repose parce que la France que j'ai laissée il y a 17 ans et la France que je trouverai aujourd'hui sont 2 pays, différents, extrêmement différents. Donc faudrait que je recommence tout à zéro. Donc, mis à part la langue, parce qu'effectivement, on n'a pas parlé de la langue, mais moi, quand je suis arrivée en Chine et qu'il a fallu apprendre le chinois, arriver au Portugal, apprendre le portugais, bon, c'était plus facile d'apprendre le portugais que le chinois. J'avoue. Mais pour moi, pareil, l'apprentissage de la langue, ça a toujours fait partie d'une forme de respect, en fait, pour la culture dans laquelle on va, pour le pays dans lequel on va. En apprendre la langue, pour moi, ça faisait partie de la base. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je connais plein d'étrangers, qui ont vécu en Chine, qui parlent pas un mot de chinois. Je connais des Français qui vivent au Portugal depuis 20 ans, qui parlent pas un mot de portugais. Bon, voilà, ça arrive aussi. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu as dit, Pierre, c'est que c'est pas parce que on va dans un pays voisin, l'Angleterre, c'est pas si voisin que ça, mais quand même, c'est pas voilà. C'est pas parce qu'on va dans un pays voisin que notre culture est la même. Oh non. Je prends l'exemple de l'Espagne et du Portugal, qui est vraiment l'exemple classique. Okay, la culture espagnole et la culture portugaise sont très différentes. Et ceux qui ont le plus de mal à s'adapter au Portugal, mis à part les Américains, ce sont les Espagnols. Parce que les Espagnols, ça c'est lié à la culture de leur pays. Dans la culture espagnole, dans les livres d'histoire en Espagne, bien souvent, l'amalgame est fait entre l'Espagne et le Portugal. C'est-à-dire que le Portugal est vu comme faisant partie de l'Espagne. Ou si ça en fait pas partie de l'Espagne, c'est une erreur de l'histoire. Sauf qu'à l'arrivée, ici au Portugal, c'est pas du tout le discours. Ok, donc le Portugal est bien indépendant de l'Espagne et ce depuis le XIIe siècle. Donc c'est une des plus vieilles frontières européennes, hein, la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Et donc les Portugais, ils le voient pas du tout de cet œil-là. Et donc voilà, il y a des petites rivalités comme ça qui font que souvent on a tendance à se dire bon bah la France et la Belgique c'est la même chose, l'Espagne et le Portugal c'est la même chose. Et en fait non, on s'aperçoit que ceux qui vont vivre en Belgique, bah c'est pas la même chose que que la France. Et c'est la distinction est la même entre l'Espagne et le Portugal. L'Espagne est une monarchie fédérale, le Portugal est une république centralisée. C'est voilà.
Donc, il y a plein de Mais choses comme ça qui font la différence. Qui font la différence. Après, comment gérer ça en entreprise? C'est intéressant aussi parce que moi, je peux être restée dans mon pays, mais au fur et à mesure, mon activité a évolué et je me retrouve dans mon activité à gérer de l'international. Je sais pas, je travaille dans une grande entreprise américaine, par exemple, et j'ai une promotion et on m'attribue la zone Europe. Là, il va falloir que sans bouger de chez moi, sans être partie de chez moi, c'est-à-dire que sans m'être confrontée physiquement à une autre culture, je vais me retrouver avec des gens qui, n'ont pas du tout le même modèle culturel que moi. J'ai pris volontairement les États-Unis et l'Europe parce qu'on a des modèles professionnels complètement différents. Alors aux États-Unis, ne serait-ce que si on prend quelque chose de basique comme les horaires de travail, par exemple, bon, bah, déjà là, on va avoir un problème. OK, on va avoir un problème sur, la notion de l'heure de déjeuner. On va avoir un problème sur, la tenue des réunions et la durée des réunions et l'importance des réunions. On va avoir un problème sur la gestion du temps. OK? Enfin, la différence entre les États-Unis et l'Angleterre, enfin, pas l'Angleterre, États-Unis et Europe, et encore, je dis Europe, mais je pourrais rentrer dans plein de détails suivant la nationalité dans l'Europe parce que l'Europe, pareil, c'est un patchwork de plein de cultures différentes. Mais on va avoir un problème de temps, par exemple. Un problème de temps, comment je vais gérer? J'ai un projet à faire, ma deadline, c'est ça. Comment est-ce que je vais amener mes équipes à travailler ensemble pour atteindre cet objectif-là, dans ce temps imparti? Donc si je prends pas le temps, justement, d'analyser, les profils des personnes qui travaillent avec moi, si je prends pas le temps de connaître un peu mieux la façon dont elles travaillent et ce qui est facile pour elles, ce qui est difficile pour ces personnes-là, eh ben, je vais avoir du mal à gérer mon projet et je vais avoir du mal à atteindre mes objectifs. Et s'il y a quelque chose qui est très important dans la culture américaine, c'est atteindre ses objectifs. Donc tout ça fait en sorte que, moi j'ai eu plein de gens qui sont arrivés tout au début, surtout dans les années 2010 en formation en management interculturel en me disant: «Bon, on m'a demandé d'être là, mais honnêtement, je vais rien apprendre». OK, c'est le grand classique et au fur et à mesure, de la formation, parce qu'on parle d'une formation d'une journée quasiment, donc on a le temps de se dire plein de choses en une journée. Mmh. On arrive sur le fait que, bah, au fur et à mesure des heures qui passent, ils ont tendance à se détendre un petit peu parce qu'ils comprennent finalement que, bah, ça va pas être si facile que ça de gérer une équipe d'Européens, quand je suis en Floride, quoi. Ça va pas être facile. OK? Donc tout ça fait que ça commence un peu à rentrer dans les mœurs, mais que finalement, le management interculturel, c'est pas uniquement pour les gens qui se déplacent. C'est aussi pour les gens qui restent chez eux et qui vont, je dirais même, c'est vraiment dédié à ces personnes-là parce que, bon, bah, quand on fait la démarche de s'expatrier, c'est que quelque part on part du principe qu'il va quand même falloir qu'on s'adapte. Il va falloir être flexible, il va falloir s'adapter. Quand on ne bouge pas de chez soi, on n'a pas vraiment raison de s'adapter et d'être flexible. Donc il va falloir faire cette démarche-là en plus. Voilà. Donc ça c'est important et après bon, je passe sur ceux qui sont, partis pour raisons, politiques, pour raisons de guerre et cetera, où on en a aussi, hein, ça arrive. À Lisbonne, on en a. Moi, je vois dans mes clients, il a fallu que je fasse des formations sur ceux qui étaient arrivés avec 3 valises. Heu, c'est voilà et à qui il a fallu, bah, on est parti au Portugal parce qu'on s'est dit que le Portugal, c'était bien, mais ils sont arrivés avec 3 valises, des enfants qu'il faut scolariser, un logement, enfin voilà, toute une démarche, administrative à faire et cetera. Donc il y a aussi des cas d'urgence où bon, bah, voilà, je suis arrivée là, maintenant qu'est-ce que je fais? Voilà. Et puis, dans mon métier d'agent immobilier, bah, nous chez IAD, on a la possibilité de recruter des équipes. Donc moi, j'ai une équipe en Italie, une équipe en France, une équipe ici au Portugal. Donc pareil, il a fallu que je travaille avec ces équipes-là. Et puis, récemment avec IAD, on a ouvert, la Floride aux États-Unis, on a ouvert l'Angleterre aussi. Et donc là, ben, maintenant on se retrouve avec des collègues qui sont de nationalités différentes. On a des Mexicains aussi, donc maintenant on se retrouve avec des collègues qui sont de nationalités vraiment différentes, de cultures vraiment différentes. Et il faut qu'on apprenne à travailler ensemble parce que justement, voilà, en tant qu'agent immobilier, on a beaucoup de clients étrangers, donc on travaille tous ensemble. Et là encore, il y a un challenge de, comment on fait une transaction immobilière au Mexique, comment on fait une transaction immobilière en Floride, comment on l'a fait en Italie, comment ça marche et comment on peut s'entraider les uns les autres et comment on peut aider nos clients surtout. Donc voilà, tout ça, moi je j'aurais jamais pensé en rentrant dans l'immobilier qu'effectivement, j'allais avoir cette dimension internationale, dans l'immobilier. Et il y a des entreprises, IAD est pas la seule, mais un des pionniers dans ce réseau-là, dans le sens où on travaille tous ensemble. C'est pas juste, la société existe au Mexique. Non, c'est on travaille tous ensemble.
Donc, on a des Mexicains qui viennent au Portugal, on a des Mexicains qui vont en France et pour faire des visites, pour travailler sur des projets, etc. Donc, on a vraiment poussé au niveau international la notion d'immobilier. C'est-à-dire qu'on a vraiment mené l'immobilier au niveau international. Et ça, dans une ville comme Lisbonne, par exemple, où il y a énormément de transactions qui sont réalisées par les étrangers, je crois que c'est de l'ordre de 40%, je crois, un truc comme ça, 30 ou 40%, c'est énorme. Ah oui, Énorme. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étrangers. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir cette adaptation-là et cette ouverture d'esprit-là, parce que les gens qui arrivent pour acheter, bon, bah, Julien, toi, tu es là depuis quelques temps déjà, mais ceux qui arrivent et qui me disent je veux acheter et qui savent pas parler portugais, qui savent pas comment faire une transaction immobilière au Portugal, qui savent pas qui ont même pas ni un numéro d'identification fiscale ni un compte bancaire. C'est compliqué. Il faut lancer toute la machine, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on arrive aussi sur des sujets. Moi, j'ai eu des Ukrainiens qui sont arrivés en me disant bah, j'achète un appartement, mais alors je paye cash. Et moi, je me suis dit, bon, bah, très bien, il a de l'argent sur son compte bancaire, tout va bien, machin, etc. Puis, au fur et à mesure des jours qui passaient, je me dis, mais quand tu dis cash, on parle de quoi? Tu t'es rendu compte qu'une des 3 valises qu'il avait ramenées, c'était une valise de cash. Avec 3 valises en disant, bah, ça. Ça va être plus compliqué. Voilà, on arrive de temps en temps à des situations comme ça, où là, culturellement, typiquement, moi, quand on me dit j'achète cash, bon, bah, j'ai de l'argent, ça veut dire que j'achète sans crédit bancaire. C'est ça. Ça veut dire que j'ai de l'argent sur mon compte en banque et j'achète un appartement. Et j'avais pas compris que c'était cash en valise. Là, cash en valise, je lui dis là, ça va être compliqué parce que dans l'Union européenne, on ne peut pas acheter l'immobilier en cash, c'est pas possible. Donc voilà, culturellement, voilà, même à ce niveau-là, on a quelques surprises. Voilà, il faut savoir s'adapter. Après, c'est parler les langues aussi. Moi, je parle 5 langues. J'ai la chance d'avoir appris 5 langues et de les utiliser. Donc c'est un enrichissement pour tout. Et c'est vrai que les enfants, moi, je vois les enfants qui voyagent, etc., qui parlent, qui sont trilingues, quadrilingues à l'âge de 10 ans. C'est tout bénéfice pour eux parce qu'effectivement, l'apprentissage de la langue fait une grosse partie de la gestion de l'expatriation. À partir du moment où on arrive à s'exprimer, où on arrive à lire et on arrive à comprendre ce qui se passe, bon, bah déjà, ça nous rassure. C'est intéressant parce que j'avais ce débat-là, donc bah, pareil de Julien, c'est pareil, on avait des équipes justement, avec énormément de cultures et surtout même de nationalités différentes. Et je me rappelle en discuter donc avec deux personnes de mon équipe qui étaient des Roumains. Enfin, un et une Roumaine, et on discutait du fait, donc il y en a un qui était passé en France pour les vacances et tout ça, et il me dit mais c'est incroyable, il dit vous parlez vraiment pas anglais quoi, il dit j'ai galéré pour trouver quelqu'un et tout ça, et je dis mais moi surtout ce qui m'impressionne c'est que vous les Roumains, j'ai l'impression que vous parlez tous anglais, et en fait c'est là où je me suis rendu compte qu'on est quand même en France, enfin un des pays, pas le seul, mais il y a plus une minorité de ces pays-là qu'une majorité, où en fait on peut techniquement vivre toute notre vie en parlant que français. Et si on parle d'autres langues, c'est un avantage pour le travail, pour les relations, mais surtout, je veux dire, pour le travail dans ce cas-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des pays où parler anglais et même plusieurs langues, c'est pas juste un avantage compétitif, c'est une nécessité pour eux. Et la Roumanie, par exemple, c'était l'exemple parfait où il me disait non, mais nous, on parle pas moins de 3 langues. Et je dis comment ça, pas moins de 3 langues? Il dit on parle le roumain. Il dit très souvent l'anglais, c'est évident. Et il dit par exemple, on parle beaucoup de français aussi. Et du coup, je disais pourquoi? Il dit parce qu'il y a énormément de il dit si c'est pas l'Angleterre, ce sera la France ou les États-Unis ou des choses comme ça. Mais où il dit ou sinon même si on part en Afrique, des choses comme ça. Et c'était intéressant de voir que même rien que la langue, on en avait une approche différente qu'en France, c'est un peu le si t'as envie, si ça te fait plaisir ou si c'est pour le travail, alors que c'est vraiment genre, il n'y a pas de question à se poser, il faut à minima parler anglais et une 3e langue. Et c'est assez intéressant. La langue, c'est intéressant parce que la langue dépend beaucoup de la culture. Oui. Énormément. Au Portugal, Julien, tu as pu le voir, la très très grande majorité des Portugais parlent très bien l'anglais. Très très bien. Voire très bien le français pour l'ancienne génération parce qu'ils ont tous appris le français à l'école. Donc, c'est une question pour moi, c'est une question de fierté culturelle, la langue. Les pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, qui sont des pays qui sont très fiers culturellement, ont une politique de préservation de la langue nationale qui est extrêmement développée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les pays qui ont une fierté nationale linguistique, je dirais, un peu moins développée, ont compris que de toute façon, s'ils ne parlaient pas les langues, personne n'irait parler la leur. C'est le cas des Roumains. Okay, les Roumains, bon,
c'est quand même rare de trouver une école dans laquelle on va apprendre le roumain, seconde langue. Okay. Même le portugais, et pourtant avec le Brésil, ça a quand même aidé, mais même le portugais, c'est pas si courant que ça. C'est beaucoup plus courant que le roumain, on est bien d'accord, Oui. mais c'est pas si courant que ça. D'accord? Donc, il y a une question de fierté culturelle linguistique au niveau national. Donc, tous les pays anglophones, eux, ça sert à rien de parler d'autres langues parce qu'ils parlent du principe que tout le monde parle l'anglais et tout le monde doit parler l'anglais, donc il n'y a pas de problème. Les autres, effectivement, j'en ai cité quelques-uns, France, Italie, Espagne, qui sont les plus, je dirais, les plus connus, n'ont pas fait spécialement d'efforts pour apprendre les langues, et encore plus, sinon, ils ont été extrêmement conservateurs. Par exemple, tous les films sont doublés. Ouais. À la télé, tout est doublé. Les films, on a l'opportunité de les voir en version française ou en version originale. En France, je suis quasiment sûre que les 3/4 des gens vont les voir en version française, même s'il y a les sous-titres. Voilà. Au Portugal, c'est simple, il n'y avait pas de sous, il n'y avait pas d'argent. Donc le doublage faisait pas une ouf. Donc ils n'ont rien doublé du tout, mais ils ont mis les sous-titres. Résultat des courses, ils ont une population qui parle beaucoup mieux l'anglais que la France ou l'Espagne ou les voisins. D'accord? Et ça, c'est impressionnant. Même les enfants à l'école publique portugaise parlent très bien l'anglais. Voilà, relativement bien l'anglais. Ouais. Et les gens qui ont plus de 60 ans, ils parlent tous français. Et c'est ça que c'est génial quand on est français et qu'on va s'installer au Portugal, parce que il y a des fois, on n'a même pas besoin de parler l'anglais. Si on tombe sur quelqu'un de plus de 60 ans, ben, on a c'est quasiment sûr qu'ils ont au moins appris un peu le français. Et ils sont contents de parler français. C'est-à-dire qu'ils vont être contents de faire cette démarche-là, voilà. Mais ils vont être encore plus contents si nous, on fait l'effort d'apprendre le portugais. J'étais invitée la semaine dernière, vendredi dernier, à l'école. Mes enfants sont dans une école internationale et j'ai été invitée à l'école par la professeure de portugais qui m'a dit « Est-ce que vous pouvez venir pour qu'on vous interviewe parce que votre portugais est exceptionnel ?» Je dis « Merci, c'est gentil. » Et elle me dit « Vous pouvez pas savoir le nombre de parents qu'on a qui sont là depuis longtemps et qui baragouinent le portugais, mais rien à voir avec parler le portugais quasiment couramment comme vous parlez portugais. » Donc je dis, moi je l'ai appris, le portugais. Il me dit, oui, mais je voudrais que vous veniez à l'école pour expliquer aux élèves comment on apprend le portugais, comment en tant qu'adulte, on fait la démarche d'aller vivre dans un pays, on fait la démarche d'en apprendre la langue. Donc j'ai été dans la classe de mon fils, donc j'ai eu, je sais pas, une trentaine d'enfants de 8 ans qui ont été plus intéressés d'ailleurs pour savoir comment j'avais appris le chinois plutôt que comment j'avais appris le portugais. Mais voilà. Mais c'est marrant de voir que même à leur âge, on leur dit, il faut faire l'effort pour apprendre la langue et de montrer que finalement, nous, les adultes, on fait cet effort-là aussi pour apprendre la langue, sachant que apprendre la langue pour un adulte, c'est quand même vachement plus difficile que pour un enfant. Oui. Les enfants ont une capacité d'apprentissage et d'absorption qui est très importante. Et donc, du coup, ça m'a fait bizarre d'être invitée par la professeure de portugais, mais ça montre à quel point, finalement, ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs et ça commence à rentrer dans les habitudes d'apprentissage de la langue, même pour nous les adultes. Et le portugais, c'est pas très difficile, enfin c'est pas facile non plus. C'est pas facile non plus parce que la prononciation est difficile en portugais. À lire, pas de problème, je pense que ça va changer un peu de la Chine. En arrivant au Portugal, j'arrivais au moins à comprendre ce qu'il y avait écrit partout. mais quand je suis arrivée en Chine, la langue, c'est un choc parce que on est complètement analphabète. On est incapable de comprendre ce qu'on nous dit, ni de lire les panneaux. Il m'a fallu 6 ans pour prendre le bus à Shanghai. Parce que tout était écrit en caractères. Donc, il fallait que j'apprenne les caractères, que je repère le nom de la station, que je monte dans le bus, dans le bon bus, et que je repère le nombre d'arrêts, que je compte les arrêts. Alors, par chance, si jamais il y en allait au P1, parce qu'il y avait personne qui levait la main, enfin bref. C'était l'enfer, le bus, en Chine. Parce que on savait pas où est-ce qu'on allait. En Corée, pareil. Moi, je me souviens d'avoir été en Corée. Alors, j'avais les réflexes de la Chine. Mais en Corée, c'était pareil. On comprenait rien. C'est ça que j'aime beaucoup avec l'expatriation, c'est de constamment en dehors de sa zone de confort, vraiment 24 heures sur 24. Il y a quelque chose d'assez libératoire. Même moi, juste quand je rentrais en France à l'époque où j'habitais en Angleterre, tout était simple, quoi. Juste je sais pas, commander une baguette à la boulangerie, voilà, tu sais exactement quelle intonation mettre, tu sais si la personne te pose une question, normalement tu vas devoir pouvoir répondre, même si tu sais pas comment répondre, tu arrives à moi au début en Angleterre, même si j'avais un bon niveau d'anglais, il n'y a pas toutes ces subtilités et je trouve ça intéressant de
on se plonge dans un bain, on revient dans un autre, on se replonge. Et puis c'est comme ça finalement qu'après on va aller chercher. Toi, t'as fait l'inverse finalement, mais moi, ça m'a permis d'aller chercher comme ça, de m'autoriser à faire de plus en plus de choses parce que finalement, bon, bah voilà, même si tu te rends compte que t'es pas totalement au confort, bah, on s'en sort et puis on apprend et puis. J'ai une petite anecdote là-dessus. C'est quand je suis arrivée au Portugal. Donc voilà, moi j'ai commencé dans l'immobilier au Portugal. Je ne parlais pas un mot de portugais. J'avais jamais fait d'immobilier de ma vie. J'avais jamais rien vendu de ma vie parce que j'étais pas commerciale. Donc plus zéro niveau expérience que moi, ça n'existait pas. Donc, vraiment zéro, zéro. Et au début, je me souviens quand il a fallu faire du phoning, quand il a fallu appeler des gens qui avaient posté une annonce sur Internet pour savoir si éventuellement ils voulaient bien me confier leur appartement à la vente. Donc, être capable de faire du phoning sans parler la langue. Eh ben, c'était pas gagné. Donc, je me souviens encore d'avoir écrit mon speech dans un portugais, mais qui ne veut strictement rien dire, mais strictement rien dire, et d'avoir commencé comme ça. Et on me disait toujours, Stéphanie, il faut que tu passes les 30 premières secondes. Ok. J'avais préparé ma petite feuille et à chaque fois que quelqu'un me décrochait, je récitais, je lisais ce que j'avais devant les yeux. Ce que j'avais devant les yeux. Et 3/4 du temps, j'avais, au bout de 30 secondes, est-ce que vous voulez qu'on parle en anglais? Je m'en doutais, j'allais te le dire, c'est sûr. Et là, je switchais en anglais et c'était bon. Ok. Et puis après, progressivement, et j'ai dit, bah non, je veux pas qu'on parle en anglais parce que moi, j'ai besoin d'apprendre le portugais. Donc, il faut que je pratique. Donc, je suis désolée si ça prend un petit peu de temps, mais j'apprécie votre aide. Et si on peut continuer en portugais, c'est cool. Et je me suis dit, je vais me faire raccrocher au nez. Et en fait, les Portugais, pas du tout. Ils étaient super contents d'avoir un étranger qui fasse l'effort de vouloir parler la langue. Et donc, du coup, j'ai vraiment appris comme ça le portugais. Donc, les gens me disent, comment tu as appris le portugais? J'ai fait 30 heures de cours en un mois, c'est-à-dire 2 heures par jour en mode intensif. Et après, j'ai appris dans la rue. J'ai appris avec mes clients. J'ai appris en parlant avec mes voisines. J'ai appris le portugais comme ça. J'ai pas pu apprendre le chinois comme ça, mais j'ai appris le portugais comme ça. Et c'est vrai que la langue, c'est un avantage dans l'immobilier. Moi, je me suis rendu compte que j'arrivais à avoir des mandats beaucoup plus facilement que les Portugais. Pourquoi? Parce que les Portugais, ils mettaient la forme de politesse, ils parlaient super bien portugais, évidemment, et tout rentrait bien dans les cases, etc. Et eux, ils se faisaient raccrocher au nez, mais direct. Alors que moi, qui galérais avec mon speech qui voulait rien dire, et ça marchait. Et ça marchait pourquoi? Parce que les Portugais, déjà, repéraient que l'étrangère, elle fait un effort. Déjà, elle a décidé de devenir agent immobilier, c'est déjà... Et deuxièmement, elle a fait l'effort d'apprendre le portugais. Et troisièmement, et ça, je l'ai appris que plus tard en parlant avec certains de mes clients, etc., ils m'ont dit, en fait, les gens te choisissent toi, pourquoi? Parce que tu es étrangère. Et parce qu'ils se disent, dans leur tête, elle est étrangère, elle va me ramener des clients étrangers, ouais. Ils vont payer mon appartement plus cher. Business. Voilà comme quoi, finalement, même on est capable de faire un travail de commercial sans parler la langue, sans expérience, et on y arrive quand même. Cela dit, je pense que c'est assez propre au Portugal, parce que mes collègues de chez Yadé France, quand tu es étranger et que tu fais du phoning en France, bon courage. Parce que là, pour le coup, les 3/4 du temps, je pense qu'on te raccroche à la figure, et c'est l'inverse. Voilà. Donc, culturellement, là encore, une différence culturelle par rapport à l'accueil des étrangers et par rapport à la façon dont on perçoit les étrangers. Au Portugal, principalement dans les grandes villes quand même, à Lisbonne, les gens sont super ouverts aux étrangers parce que c'est une ville déjà extrêmement cosmopolite. Et donc, il y a des étrangers partout. Et donc, du coup, les Portugais ont appris à vivre avec les étrangers. Vous aurez pu me dire, à Paris, pareil, il y a des étrangers partout. Et moi, je suis parisienne, je peux vous dire que les étrangers à Paris, c'est pas forcément la tasse de thé des Parisiens. Mais en plus, les Parisiens sont assez connus pour ça. Mais effectivement, c'est vraiment une différence culturelle, là encore, l'apprentissage de la langue et l'accueil des étrangers qui vont venir, en fait, dans notre pays. C'est vraiment une grande question culturelle aussi. Très bien, merci beaucoup. J'ai une dernière question avant qu'on conclue. Pour revenir un peu au contexte de l'entreprise, est-ce que tu aurais quelques stratégies à nous recommander dans un contexte d'équipe multiculturelle? Comment faire en sorte que ça se passe bien? Moi, la question que je me pose souvent
dans mes équipes, la plupart de mes équipes, il y a vraiment une personne, une nationalité. Donc, c'est le bazar un peu. Mais du coup, j'apprécie beaucoup d'avoir de la diversité. J'ai pas envie de gommer cette diversité. J'ai envie que les gens, je les embauche parce que je sais qu'ils ont je veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais ils ont des différences culturelles qui sont des avantages, et j'ai envie qu'ils amènent cet avantage dans l'équipe, mais j'ai envie quand même de créer quelque chose d'harmonieux, et que les gens s'entendent bien. Donc comment est-ce qu'on fait pour intégrer correctement les gens, mais tout en gardant leur culture? Est-ce qu'il y a des stratégies de base, qu'il y a des principes de base? Est-ce que c'est des choses qu'on peut apprendre? Dans l'interculturalité, de manière générale, le principe de base, c'est le respect. C'est-à-dire déjà être capable de respecter les autres. Ça, c'est le principe de base. Le deuxième principe, c'est l'écoute. C'est être capable d'écouter. Et écouter, c'est difficile. Parce que je ne parle pas d'écouter quelqu'un qui parle. Je parle de l'écouter vraiment, c'est-à-dire de placer un sens derrière ce qu'il dit. Parce que la culture, c'est extrêmement difficile à expliquer. Parce que la culture, elle passe par les mots, elle passe par la gestuelle, elle passe par l'intonation de la voix, elle passe par beaucoup de choses. Et à ce niveau-là, tout ce qui est réunion en ligne, etc., qui est vraiment développé avec le Covid, etc., ça a amené une difficulté, je dirais, additionnelle pour les managers internationaux qui ne fonctionnaient pas trop avec ça jusqu'ici. C'est qu'en fait, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à passer quand on est à travers une caméra. Même si on arrive à se voir, c'est déjà mieux que si on était au téléphone, mais il y a des émotions qui ne passent pas. Il y a un aura qui ne passe pas. Et ça, c'est assez difficile. Mais je dirais que pour les gens qui ont une équipe internationale à gérer, la première chose, voilà, c'est c'est bien garder à l'esprit que les personnes avec lesquelles on va travailler ne viennent pas de la même culture que nous, donc elles ne vont pas réagir à des situations de la même façon que nous. Donc c'est d'abord de se préparer psychologiquement en disant ce qui est une évidence pour moi ne sera pas forcément une évidence pour les autres. Et donc, en tant que manager international, il va falloir que je pose beaucoup de questions, que j'écoute beaucoup les gens qui travaillent avec moi pour essayer de comprendre comment eux, ils fonctionnent. Une fois que j'ai compris comment eux, ils fonctionnent individuellement, comment moi, je fonctionne et quel est mon objectif à atteindre, je vais chercher ensuite à trouver des points communs entre ces différentes cultures pour voir quel support ou quelle stratégie je vais pouvoir utiliser pour avancer. Je sais que si, par exemple, je vais te donner une idée, par exemple, la gestion d'une réunion en ligne, comme ça. La réunion en ligne pour un Portugais, par exemple, c'est extrêmement compliqué. Parce que les Portugais sont très gestuels, ils aiment sentir les gens, ils aiment voir les gens, donc c'est compliqué pour eux d'être derrière. Et puis les Portugais, une réunion du moins d'une heure au Portugal, moi je connais pas. Ça n'existe pas. Il y a une règle d'une heure de réunion au Portugal. 30 minutes, ça n'existe pas. 1 heure et demie éventuellement, mais moins d'une heure, ça n'existe pas. Or, pour un Américain, une réunion, c'est 20 minutes. On se dit ce qu'on a à dire, on rentre dans la réunion, tac, 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 on a appelé le sujet et on y va. Ok. Sauf que ça, pour un Portugais, c'est extrêmement frustrant de rentrer dans une réunion pour 20 minutes, on attaque directement le sujet et après on s'en va. Il n'y a pas d'interaction. Le Portugais, lui, il a besoin d'un icebreaker. Il a besoin qu'on lui fasse une introduction. Alors, comment ça va et comment c'est passé, et la famille. Il a besoin qu'on le mette en situation, qu'on l'intègre dans le groupe et après, éventuellement, il va travailler. Et à la fin de la réunion, on va rester encore un petit peu avant de partir. C'est pour ça que la réunion, elle dure 1 heure et elle ne dure pas 20 minutes. À l'inverse, l'allemand, c'est pas trop sa tasse de thé, l'icebreaking, etc., c'est pas trop. Le français, il peut s'en accommoder un petit peu, ça va, ouais, c'est 1 heure, c'est pas mal. L'italien, pareil. Le chinois, il va rentrer là-dedans en se disant oula, c'est compliqué. Il va être plutôt en mode je regarde, j'attends de voir ce qui se passe, etc. Donc, quand on a plusieurs nationalités comme ça à gérer, je dirais l'idée, c'est d'être le plus flexible possible. Moi, ce que je fais souvent quand je connais pas les gens, quand je suis au début, eh ben, je sais que ma réunion, j'ai 30 minutes à faire, etc. Bah, c'est pas grave, je vais l'ouvrir un quart d'heure avant. Et je dis aux gens, voilà, notre réunion, elle est à 9 heures. Ceux qui veulent arriver avant, elle sera ouverte à partir de 8h45. Ceux qui veulent rentrer dans la réunion, discuter, parler, etc. Il n'y a aucun problème, la réunion sera ouverte. Et je vais la garder, peut-être même 10-15 minutes après la fin, une fois qu'on a parlé du sujet qui nous intéressait, etc. Parce que, bah voilà, il y en a qui ont des idées, il y en a qui veulent parler de quelque chose, ou il y en a qui ont besoin qu'il y ait un peu moins de gens dans la réunion à la fin pour pouvoir s'exprimer, pour dire ce qu'ils ont pensé, etc. Donc je vais m'adapter, c'est un exemple, mais je vais m'adapter plutôt de cette forme-là.
Et généralement, ça marche assez bien parce que on montre déjà qu'on respecte les gens parce qu'on leur laisse la parole. On montre aussi qu'on s'intéresse à eux. Et puis, on a l'opportunité de les écouter. Donc, le portugais, bon, si on ouvre un quart d'heure avant, à ce moment-là, au portugais, il ne faut pas lui dire que la réunion est à 9h, il faut lui dire qu'elle est à 8h30, parce que comme ça, à 8h45, on a une chance de l'avoir dans la réunion. Mais, mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu aussi. Ça m'est déjà arrivé en faisant des réunions avec différentes cultures de ne pas donner les mêmes heures de début de réunion à tout le monde. En sachant très bien que à 9h, le Suisse, il sera connecté à 8h45. Ouais. Voilà, mais que le portugais va se connecter à 9h15 et le brésilien à 9h30. À 9h30, j'ai déjà fini ma réunion, moi. D'accord? Donc, mon brésilien, je vais lui donner 8h30 comme heure de, comme heure de début de meeting, etc., etc., etc. Ça m'est déjà arrivé aussi. D'accord? Pour être capable d'essayer d'avoir tout le monde au moins de 9h à 9h30, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est un exemple. Voilà. Un exemple de, comment gérer ou du moins comment essayer de comprendre un peu comment fonctionnent les différentes cultures. Mais c'est vrai qu'en tant que manager, il va falloir passer du temps à essayer de comprendre comment fonctionnent les gens qui travaillent avec nous. Parce que si on ne prend pas ce temps-là, c'est autant de temps qu'on va perdre en inefficacité par la suite dans notre travail au quotidien. Et ce qui fait qu'on va mettre en péril l'atteinte de nos objectifs. Donc, il faut vraiment prendre ce temps-là au début et ne pas hésiter à en prendre un peu plus pour essayer de comprendre comment mon équipe fonctionne, pour essayer de l'amener vers mon objectif. C'est ça, en fait, l'objectif pour moi. Et ce que j'essaie de faire passer aux managers que je forme au quotidien. Excellent. Merci beaucoup. Ah, c'est noté, bonne technique, j'aime beaucoup. Ouais. Très bien. On va conclure là-dessus. On va conclure là-dessus. Après, je commence à parler, puis après, je m'arrête plus. Merci beaucoup. On espère que cette interview vous aura plu. On a pris beaucoup de plaisir. Stéphanie, est-ce que tu peux nous dire, on peut te retrouver? Est-ce que tu as une présence en ligne, quelque chose? Oui, alors, déjà, en tant qu'agent immobilier IAD, vous allez pouvoir me retrouver sur le site de IAD Portugal, Stéphanie Devel. Et puis, sur LinkedIn, vous avez mes coordonnées. Je suis facilement joignable. Il y a mon numéro de téléphone et mon email sans problème pour les formations en management interculturel avec plaisir. Donc voilà, principalement LinkedIn et IAD sans souci. WhatsApp aussi, je fonctionne beaucoup avec WhatsApp. Et voilà, merci beaucoup en tout cas à vous deux de m'avoir invité. Ça a été un plaisir de partager cette connaissance avec vous. Et voilà, j'espère que ça sera utile à vos auditeurs. Merci beaucoup, merci pour ton temps et d'avoir répondu présente très rapidement et très gentiment. C'est très reconnaissant. Pierre, est-ce que tu as des news, des updates ou juste ton site perso à partager? Ouais, avant tout, merci Stéphanie, c'était super intéressant et comme on le disait, on a tous des anecdotes parce que nous, on a tous la chance je pense d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est une chance et c'est même... voilà, juste pour les auditeurs, si jamais vous hésitez à sauter le pas, faites-le vraiment. Je pense pas qu'il y ait de raison de ne pas le faire, ou du moins de bonnes raisons de ne pas le faire. Je trouve que ça vous ouvre les yeux, mais ce que je disais même au retour, ça vous rouvre les yeux encore plus sur votre propre pays, une fois que vous en êtes un petit peu éloigné. Donc voilà. Sinon, non, donc moi, c'est toujours pierre.ferret-ferrand.fr et je suis toujours en train de préparer un petit quelque chose qui devrait sortir ce mois-ci. Donc voilà. J'en dis pas plus pour l'instant. Ça a intérêt de sortir ce mois-ci. Ouais, ça y est, non, c'est pour ça. Le mois-ci ou le mois prochain, on verra. Le mois prochain. non, après, j'ai des mariages, tout ça, donc ce serait bien que ce soit ce mois-ci. Et toi, Julien? Super. Moi, comme d'hab, julien.deret.fr pour me retrouver avec tous mes liens, etc. Et puis, si vous êtes sur Lisbonne, rejoignez mon meet-up aussi. On a commencé sur les chapeaux de roue. On est au deuxième épisode, à la deuxième rencontre, et on a déjà beaucoup plus de gens que prévu. Donc, n'hésitez pas à venir. On parle de un peu la continuité du podcast, plus d'une façon communautaire, et puis avec des boissons au passage. Donc voilà, on discute, on s'échange, mais avec plaisir. On s'échange des bouquins sur le management, attends, comment est-ce que tu fais dans tel ou tel cas? Et voilà, on a du développeur, du CTO de multinationales, et puis tout ce qu'il y a au milieu, plus des gens qui sont pas dans la tech. C'est hyper enrichissant. Très bien. Eh bien,
On se retrouve très vite, du coup, dans 2 semaines pour un prochain épisode de Techronins. En attendant, prenez soin de vous et de vos équipes. Salut Pierre et salut Stéphanie. Salut à vous deux, encore merci Stéphane.